Bonjour à vous, c'est Didier de changementpositif.fr. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Parole d'expert avec aujourd'hui Franck Viscuso. Bonjour Franck, merci de partager ce moment avec nous. Franck, comment décrirais-tu ton expertise? Alors mon expertise, c'est simple, c'est une passion avant tout, c'est l'enchantement du client. C'est-à-dire que j'accompagne les entreprises à enchanter leurs clients à travers une qualité de service irréprochable. Et j'ai créé pour ça en 2007 ma propre société, donc un cabinet de conseil et organisme de formation qui est constitué d'une équipe de coachs confirmés avec moi. Et à qui t'adresses-tu en particulier? Alors les entreprises qui font appel à nos services le plus souvent sont des entreprises du retail, du commerce de détail, c'est-à-dire des entreprises qui ont un réseau de distribution, des boutiques, des magasins, des concessions automobiles, des hôtels et des points de vente. Mais pas seulement, il y a aussi des entreprises, comme là actuellement une entreprise du CAC 40, des grosses entreprises qui souhaitent améliorer la qualité de service au sein même de l'entreprise, entre les collaborateurs. Mais le point commun de tous mes clients, ce sont des clients qui ont compris qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, eh bien, on ne peut plus rien cacher, tout se sait. Et donc, voilà, on ne peut pas chercher à cacher ses failles, c'est inutile. Et donc, une entreprise qui veut prospérer aujourd'hui elle a l'obligation d'offrir une qualité de service irréprochable à ses clients. Et quels sont les moyens d'intervention que tu utilises dans ton activité? Alors, j'ai aujourd'hui trois principaux moyens d'intervention. Le premier, ce sont les conférences que je donne moi-même aux entreprises, lors des conventions, par exemple. Deuxième type d'intervention, ce sont les formations à la qualité de service. On aborde tous les savoir-faire, savoir-être pour traiter, accueillir un client. Et puis, le troisième axe que j'ai, c'est le coaching terrain. C'est-à-dire que nous intervenons dans les points de vente auprès des équipes qui sont en contact direct des clients pour les aider justement à accueillir leurs clients, à les traiter du mieux possible et offrir une qualité de service exceptionnelle. On est vraiment dans le concret, quoi. Oui, alors là pour le coup c'est très très concret, tout à fait. Tu rencontres avec tes déplacements, tes voyages, parce que je sais que tu voyages beaucoup, des cultures d'entreprise qui sont sans doute différentes, dans des sociétés aussi qui sont différentes selon les pays où tu exerces ton expertise, mais y a-t-il un langage commun? Oui, alors c'est vrai que j'ai la chance d'intervenir à travers le monde entier. J'étais il y a 2 mois à Hong Kong, j'étais en République Dominicaine le mois dernier, là je vais partir en Malaisie. Donc c'est vrai que je voyage vraiment largement et j'ai la chance de découvrir à chaque fois des cultures différentes, des paysages, des lieux différents, des personnes différentes. Mais à chaque fois il y a une chose qui me touche particulièrement, toujours la même, c'est la générosité des personnes que je rencontre. Donc pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a un langage commun? Pour moi ce serait le langage du cœur. Le langage du cœur. Simplement. Écoute, c'est bien dit parce que c'est vrai qu'intervenir dans le monde professionnel, on pense plutôt à d'autres choses, mais on va y revenir. Oui. Mais c'est vrai que l'important c'est de toucher l'humain là où il est le plus vrai, le plus authentique. Oui, c'est en tout cas ce que j'essaie de faire, effectivement. Et si tu avais un lien à créer avec le credo de changement positif, qui est de vivre la vie qui vous ressemble, tu dirais quoi? Alors, vivre la vie qui nous ressemble. Alors, je dirais déjà que pour vivre la vie qui nous ressemble, il faut déjà se connaître, premièrement, pour pouvoir ensuite savoir ce qui nous ressemble. Okay. Donc la question là, qui vient à l'esprit tout de suite, c'est qui suis-je? Donc c'est une question pour le coup hautement existentielle. Et la plupart du temps, lorsqu'on va répondre à cette question du qui suis-je, on va répondre, je trouve, à travers le filtre de notre ego. L'ego, c'est quoi? C'est cette partie de nous qui est pleine de peur et qui veut nous faire croire en fait que notre valeur intrinsèque, notre valeur en tant qu'être humain, elle est conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle dépend de plusieurs choses externes. Il va nous dire, notre ego, que notre valeur dépend de ce que nous possédons, par exemple. La voiture, la maison, ça c'est bien connu, donc plus on a une grosse maison, une grosse voiture, un statut social aussi, plus on se sent important par rapport à nos possessions. L'ego va nous dire aussi que notre valeur, elle dépend de ce que nous faisons, de nos réalisations, de notre performance. Si j'ai de la réussite dans ce que je fais, je vais avoir tendance à être plus valorisé que si j'en ai moins. Donc c'est encore une fois conditionnel. Et le troisième élément que l'ego nous fait comprendre, entre guillemets, c'est qu'il nous dit que notre valeur personnelle dépend aussi de notre réputation. C'est-à-dire de ce que les autres pensent de nous. Si les autres pensent que je suis quelqu'un de bien, alors je suis quelqu'un de bien. Si les autres pensent du mal de moi, alors je ne suis pas bien. Okay. Donc ça, c'est plutôt anxiogène, effectivement. Le problème de l'ego,
c'est que si je base ma vie uniquement sur mon ego, c'est-à-dire si l'ego est aux manettes de ma vie, bien, je vais mener une vie, je vais être tourné vers moi-même, uniquement vers moi-même, à la satisfaction de mes propres besoins. Et le problème de ça, c'est que ça va se faire au détriment des autres. Donc, pour revenir à ta question, le lien que je peux faire avec mon expertise, moi, à travers mon expertise qui est d'enchanter les clients, ce qui me motive le plus, c'est justement d'aider mes clients à être utiles à leurs propres clients. D'accord ? Donc d'être tournés vers les autres. Donc le lien qu'on peut faire, je pense, entre ton credo et puis le mien, finalement, c'est que vivre une vie qui nous ressemble, oui, mais je dirais plutôt vivre une vie épanouie qui nous ressemble, ça peut se faire, mais à condition qu'on soit tourné vers les autres. Autrement, pour moi, c'est pas possible. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'on est complètement dans l'approche qu'on a nous sur le blog, et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est une demande aussi énorme, hein, de la plupart de ceux qui nous contactent en tout cas, c'est d'être enfin épanouis, enfin eux-mêmes, et enfin voilà, une vie qui leur ressemble, mais tu as raison, de façon épanouie. C'est l'épanouissement qui est important dans la vie, hein, et l'accomplissement aussi. Lors d'une discussion préalable, hein, lorsqu'on a essayé de se rencontrer, je suis très content qu'on y soit arrivé, tu m'as repris sur le thème de la crise de la quarantaine que je considère moi comme un repère temporel. Hein, je pense que tu t'en souviens, on a parlé de cette crise de quarantaine qui est aussi un des thèmes de mon blog. Et pour moi, c'est un repère temporel de la nécessité de changer. Est-ce que toi, tu peux préciser le champ que tu donnes à cette crise de la quarantaine ? Oui, alors je me souviens de ces discussions qu'on avait eues au téléphone. Effectivement, pour moi, la crise de la quarantaine, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, ou crise du milieu de vie, en fait, hein, c'est pour moi ni plus ni moins une crise existentielle. C'est-à-dire et je pense que cette crise-là, elle peut intervenir plus tôt, ce qui a été mon cas, et plus tard que 40 ans aussi. Il y a certaines personnes à 50, 55 ans qui vont se poser ces questions-là. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est à un moment donné de notre vie où on fait le bilan de la première partie de notre vie, et on se pose des questions sur le sens de notre vie, justement. Et je pense qu'à la clé de ce bilan, il y a une prise de conscience, ou plusieurs prises de conscience, qui vont amener les changements, justement. Et on se demande, est-ce que c'est comme ça que je veux continuer ? Et la plupart du temps, la réponse est non. Parce que si on se pose la question, c'est que déjà, il y a quelque chose qui fait qui nous titille. Et donc, on va donner un autre sens à sa vie. Et souvent, ce qui accompagne la crise de la quarantaine, c'est le sentiment d'urgence. C'est-à-dire que ce qu'on peut observer, alors sans être un spécialiste de la crise de la quarantaine, mais quand même, ce qu'on observe fréquemment, c'est que les personnes se posent des questions, mais c'est comme si elles étaient un petit peu à la croisée des chemins, si tu veux, et qu'elles se disent, ok, là, qu'est-ce que je fais ? Je pars là ou je pars là ? Et c'est un peu maintenant que jamais, si tu veux. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on observe parfois ce qu'on appelle des pétages de plomb, hein, vulgairement. Les burn-out. Les burn-out. Alors les burn-out, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Mais les personnes qui vont changer radicalement de vie, mais comme ça. Et souvent, pour l'entourage extérieur, il y a une incompréhension totale. Et je pense que c'est ce phénomène qui se passe, c'est-à-dire qu'elles n'en peuvent plus, elles veulent changer, avec ce sentiment d'urgence qui font parfois, elles vont prendre des décisions un petit peu trop rapides, trop hâtives. Oui, voilà. Il y a un petit peu ça. Mais oui, c'est vrai, la notion de décision, de toute façon, elle est primordiale. Hein. On voit bien, s'il n'y a pas de décision, il y a enlisement. S'il y a décision, il faut qu'elle soit bonne, parce que sinon, on n'est pas épanoui. De préférence, Mais de toute façon, pour ces personnes-là, la décision, quelque part, c'est comme si elles n'avaient plus le contrôle. Et les personnes qui agissent comme ça, c'est comme s'il y avait une partie d'elles qui prenait un peu le contrôle et qui les sortir d'une situation d'urgence qu'elles ne supportent plus. C'est la souffrance qui, en fait, devient tellement excessive qu'il faut absolument qu'il y ait un changement. Oui, c'est ça. Même si le changement n'est pas le meilleur, mais ce sera toujours meilleur que la situation actuelle. J'aime beaucoup ton idée du carrefour où il ne faut pas se tromper de chemin à prendre, parce que ça revient dans pas mal de thématiques, même des grands philosophes, la notion de quel chemin on va prendre, de quel carrefour. Donc je trouve ça vraiment très très bien imagé. Juste une petite question personnelle. Tu as quel âge, Franck ? Là, j'ai 38 ans. 38 ans, donc voilà. Et tu dis que tu as vécu ça alors, je me suis posé, j'ai vécu cette crise-là. Alors, c'est pas la quarantaine, parce que je ne la sais pas encore, mais je me suis posé ces questions du sens que je voulais donner à ma vie, de ce que je voulais faire de ma vie, et parce qu'à un moment donné, la vie que je menais ne me satisfaisait plus. Et c'est vrai que, c'est la question à laquelle je pensais, mais on y a un peu répondu.
Qu'est-ce qui est vraiment le déclencheur du changement de vie? Voilà. Parce que là, on est sur la situation de crise, il y a un carrefour à prendre, il faut prendre la bonne direction, mais de toute façon, c'est une urgence, hein, on est obligé parce qu'on est en souffrance. Mais qu'est-ce qui peut vraiment représenter un déclencheur du changement de vie? Alors, quand on parle de changement de vie, c'est un changement profond, Ouais. important, avec des conséquences lourdes la plupart du temps. Ouais. Pour moi, ce qui va déclencher souvent ce changement de vie-là, le plus souvent, c'est une souffrance, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui dure, qui est stressante. Ça peut être un stress prolongé au boulot, une situation de couple personnel qu'on ne supporte plus. Et à un moment donné, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'on va dire la coupe est pleine. Je n'en peux plus. Il faut que ça change. Ça peut être aussi pour les problèmes de santé. Quelqu'un qui va fumer, il fume jusqu'au jour où il a un infarctus, il frôle la mort, et puis là, il dit bon, je veux plus ça, donc il faut que ça change. Et donc c'est quand on atteint ces extrêmes-là de souffrance, on a eu très peur, et on se dit je ne veux plus vivre ça. Ça c'est le premier cas, je pense que c'est le plus fréquent. Mais on voit aussi, j'ai vu aussi des amis autour de moi, et des clients aussi, qui ont eu ce changement de vie, mais en apparence tout allait bien. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans une situation de souffrance véritable, comme celle que je viens de citer. Il y a une vie confortable, mais malgré tout il manque quelque chose. Et souvent ce quelque chose, c'est le sens justement qu'on donne à sa vie. C'est-à-dire que tout va bien en apparence, j'ai la belle maison, j'ai les enfants qui vont bien, la santé, un job qui roule, le salaire qui tombe. Voilà, il y a une sorte de confort, mais ce confort n'est pas suffisant. Et c'est très difficile pour ces personnes-là, parce qu'il y a une culpabilité souvent. Elles se disent, j'ai besoin de quelque chose, elles sentent qu'elles ont besoin de changer, mais elles culpabilisent parce qu'elles se disent, mais finalement, j'ai pas de raison. De l'extérieur, on peut leur dire, mais tu as tout pour être heureux, c'est ce qu'on dit souvent, tu as tout pour être heureux, de quoi tu te plains. Donc il y a une culpabilité. Et je pense que c'est une culpabilité qui est mal placée parce qu'elles ont un vrai besoin, qui est un besoin de s'épanouir, de s'exprimer, d'exprimer qui elles sont, et donc de donner du sens à leur vie. Le sens, hein, c'est vraiment... On en revient toujours à toujours, la chose, hein. Et par rapport à ces situations-là, où il y a quand même la nécessité de changer, est-ce que tu penses que tout le monde peut changer? Alors moi je pense fondamentalement qu'on peut tous décider de changer, parce qu'on a tous alors, il faut bien sûr être câblé normalement, hein. Donc, si on met de côté les pathologies, je pense que tout le monde peut changer. Mais souvent ce qui nous empêche de changer, c'est, je le vois très souvent dans les entreprises, c'est de se sentir victime d'une situation. C'est-à-dire que si je pense que la situation malheureuse que je vis, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité, je vais jeter la responsabilité aux autres, mais du coup je perds la possibilité de changer. Oui, absolument. Et donc ça, c'est vraiment pour moi le plus gros frein. Donc pour changer, oui, tout le monde peut changer, mais il faut pour ça prendre la responsabilité de sa vie, sentir qu'on est aux manettes, hein, justement, et qu'on a le pouvoir de changer. Dans ma pratique professionnelle, j'accompagne beaucoup de vendeurs, et je vois souvent, c'est un peu les deux catégories principales. Il y a les bons vendeurs, c'est comme les chasseurs, tu sais, les bons chasseurs, les mauvais chasseurs, mais là c'est pareil, il y a les bons vendeurs et les mauvais vendeurs. Et souvent, lorsque je coach les bons vendeurs, et que je leur demande leur plan, leur stratégie pour atteindre leurs objectifs, ils me répondent avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de clarté. Et on voit qu'ils prennent la responsabilité de leurs résultats. À l'inverse, les vendeurs qui ont un petit peu moins de réussite sont beaucoup plus dans le rôle de victime. C'est-à-dire qu'ils vont dire c'est pas de ma faute, c'est la crise, tu comprends, Franck. Puis les clients ils sont devenus difficiles. Et donc ils vont en fait sortir tout un tas d'excuses pour se déresponsabiliser et puis pour justifier l'état actuel. Mais par contre, ils ne vont pas pouvoir passer à l'action, ils ne vont pas pouvoir changer parce qu'ils considèrent que ce n'est pas de leur ressort. Voilà, donc tout le monde peut changer, mais il faut se sentir responsable. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, est-ce qu'on pourrait faire le parallèle? Est-ce que ces personnes-là, dans leur vie privée, sont aussi comme ça, n'assument aucune responsabilité sur ce qui peut arriver de moins bien dans leur vie? C'est un peu la question que je me pose. Alors, moi j'ai une partie de réponse par rapport à l'expérience que j'ai. Et ce que j'observe, c'est que c'est plutôt des traits de personnalité. Et que les gens qui réagissent comme ça au travail réagissent de la même manière. Enfin, ils sont constants si tu veux, donc c'est pareil dans leur vie privée. D'accord. C'est une caractéristique qui peut se changer, hein, par contre. Hein. C'est pas identitaire. C'est-à-dire que moi, il y a quelques années, il y a beaucoup d'années, c'était, je pense, une de mes premières prises de conscience d'ailleurs, où j'avais tendance à me positionner comme une victime face à la vie, à me plaindre de problèmes de l'enfance, de l'adolescence. Voilà, c'était jamais de ma faute. Jusqu'au jour où j'ai compris que ça ne m'aiderait jamais de penser comme ça,
Et j'ai lu un livre à l'époque, je me rappelle, qui m'avait fait prendre conscience de ça. C'était un livre de Stephen Covey, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Ouais. Et la première habitude, c'est justement de se sentir responsable. Ouais. Et j'ai eu une prise de conscience, et là, ça a été un des grands changements de ma vie, où j'ai décidé d'être l'acteur de ma vie plutôt que le spectateur qui se plaint. Absolument. Voilà. Donc on peut changer ça. Voilà, on peut changer. Donc ça, c'est important, autant en entreprise qu'au niveau personnel. Ce qui veut dire que bon, c'est un peu un poids qu'on s'est mis tout seul sur le dos, hein, oui. Quelque part. Et ça m'a amené justement à cette question de dire quels moyens on peut utiliser pour justement changer, quoi, appliquer les changements. Alors là, tu en as donné un petit peu, mais... Oui, j'en ai donné un petit peu. Alors, ce qui va nous aider à changer, c'est ça la question ? Voilà. Ouais. Quels sont les moyens qu'on peut utiliser, en fait, pour arriver à changer ? Là, tu as dit, à un moment donné, il faut une prise de conscience. En entreprise, c'est pareil. Hein, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience, je suppose, du rôle que l'on joue dans son activité, et pour l'entreprise, et pour soi-même, bien sûr. Mais dans la vie privée également. Est-ce que tu vois d'autres moyens ? Je pense qu'il y a un ingrédient principal pour changer, c'est en fait il faut passer à l'action, d'accord ? Parce que qui dit changement va nécessairement dire effort. Oui. Voilà, parce que quand je change, je sors de ce qu'on appelle la zone de confort, c'est-à-dire de l'ensemble de mes habitudes. Donc je dois changer mes habitudes, donc j'ai une dépense d'énergie, j'ai un effort à faire. Et ce qui va m'aider à faire ces efforts, à surmonter les obstacles qui vont survenir, c'est la motivation. Ouais. Donc la motivation, c'est essentiel. La motivation, c'est quoi ? C'est en fait notre réserve d'énergie et de courage pour passer à l'action. Moi, c'est comme ça que je le définis. D'accord. Plus je suis motivé pour atteindre un objectif, plus j'aurai d'énergie et de courage aussi, parce qu'il en faut, pour agir, passer à l'action. Et je peux prendre un exemple un peu extrême, si tu m'y autorises. Oui, je t'en prie. Imagine que ta maison est en feu. Oui. D'accord ? Tu sors et puis tu assistes au spectacle impuissant. Les pompiers ne sont pas là. Et puis, au bout de 30 secondes, tu t'aperçois que tu as oublié ton téléphone portable au premier étage, à l'étage. Question, est-ce que tu prendrais le risque de traverser les flammes pour aller le récupérer ? Ah oui. Probablement que non. Ça me paraît quand même un peu risqué par rapport à l'enjeu. Voilà, par rapport à l'enjeu, effectivement. Donc, la plupart du temps, on va répondre non. Ouais. On n'ira pas. On ne prendra pas ce risque-là. Maintenant, deuxième scénario. Toujours pareil, la maison est en feu, il y a des flammes de partout, sauf que là, tu t'aperçois qu'il y a un de tes enfants qui est resté bloqué. Ouais. Donc, même question, est-ce que là, tu prends le risque de traverser les flammes ? Oui, bien sûr. Là, je crois qu'on n'hésite pas. On n'hésite pas. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la différence entre le premier scénario, où là, tu n'hésites pas à ne pas y aller, et puis le deuxième, où tu n'hésites pas à y aller ? C'est tout simplement la motivation. Dans le deuxième cas, alors j'ai volontairement pris cet exemple-là, parce que c'est la motivation extrême en général, c'est un instinct de survie, et là, tu vas agir quoi qu'il t'en coûte. Ouais. C'est-à-dire que tu vas y aller, même si tu dois toi-même te brûler, tu as un objectif, tu as une détermination, donc tu as une énergie et un courage hors du commun qui fait que tu vas braver tous les dangers pour aller récupérer ton enfant. C'est ça la motivation. Et plus notre motivation est élevée, plus on va avoir cette énergie et ce courage pour passer à l'action. Si j'ai une motivation faible, à objectif égal, dès que je vais rencontrer une difficulté, je vais abandonner. Et c'est souvent ça qui se passe. C'est pour ça qu'avant de se fixer un objectif, ou pendant qu'on se fixe un objectif, c'est fondamental de se poser la question, ok, si j'ai atteint cet objectif, qu'est-ce que ça va m'apporter de vraiment important ? Oui. Et d'être conscient des bénéfices en fait qu'on peut retirer de l'atteinte d'un objectif. Voilà, parce que c'était un peu la question qui me venait, c'est qu'on dit souvent que le chemin est plus important que l'objectif, donc tu es un peu mitigé sur cet avis-là. Alors entre le chemin et l'objectif, ce qu'il y a, c'est que le chemin, il dure beaucoup plus longtemps que l'atteinte de l'objectif, qui est souvent ponctuel, c'est un résultat. Ouais. Alors moi, j'ai plus tendance à dire que le chemin est plus important que l'objectif. D'accord. L'objectif est important. Je pense que c'est important de se fixer des objectifs qui vont dans le sens, justement, de la vie qu'on a décidé de mener. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut déjà pas se tromper d'objectif. Quel est le bon objectif pour moi ? Et ensuite, je pense qu'il faut lâcher prise en fait sur l'objectif. D'accord. Parce que ça, je l'ai observé sur moi-même et puis sur les autres, que lorsqu'on est trop focalisé sur un objectif, pour moi il y a deux problèmes principaux. Le problème, c'est que si je pense que à mes objectifs, je vais être tout le temps orienté futur. C'est-à-dire que j'aurai la tête toujours vers le futur. Moi j'ai un peu cette tendance naturelle-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le présent et à profiter des choses-là qui se présentent, on va avoir tendance à penser qu'au futur.
Ouais, le problème, c'est que dès que j'atteins un objectif, clac, je m'en mets un autre et on est tout le temps dans le futur. On ne profite pas du moment présent. Du moment présent. Ouais. Et donc c'est dommage parce qu'on passe à côté de bons moments. Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, si on est obsédé trop par les objectifs, c'est que on va se crisper. Même en étant sur le chemin, on va être crispé, stressé, angoissé, parce qu'on ne s'autorisera à se détendre qu'une fois qu'on aura atteint l'objectif. Et je trouve ça personnellement dommage. Et en plus, ce que j'ai observé dans les entreprises, chez mes clients, c'est que les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, et c'est la plupart des gens, eh bien non seulement sont moins performantes, mais en plus elles prennent moins de plaisir à faire ce qu'elles font. Et on voit dans les entreprises les managers qui imposent des objectifs, tu dois, il faut. Dès qu'on impose, qu'on met une contrainte, la personne elle est sous stress. Et en fait, moi j'ai vécu une expérience qui m'a marqué au début de ma carrière professionnelle. J'étais pendant plusieurs années moi-même responsable commercial, grand compte, pour une entreprise industrielle. Et on avait des objectifs commerciaux très élevés, donc une pression permanente très forte. Ouais. Alors j'avais la chance de faire partie des meilleurs vendeurs de la société. Mais à un moment, j'ai décidé de quitter cette société. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du moment où j'ai donné mon préavis, où j'étais en préavis, il me restait 3 mois à faire. Donc. Et là, je savais que j'avais plus d'enjeu finalement. Eh bien, je n'ai jamais autant vendu que pendant ces 3 mois-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je continuais à faire mon travail du mieux que je pouvais, parce que j'avais une conscience professionnelle, mais j'allais à mes rendez-vous. Je me rendais à mes rendez-vous de manière totalement décontractée. Et donc, j'obtenais les commandes avec une facilité déconcertante. Et moi-même, ça me surprenait. Et j'ai réfléchi après au mécanisme qui s'était produit, parce qu'en fait, c'est une stratégie que j'essaie d'appliquer encore aujourd'hui. C'est que ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur le chemin, j'étais présent sur le chemin pour atteindre l'objectif, je faisais mon travail du mieux que je pouvais, mais j'avais un lâcher-prise sur l'atteinte du résultat. C'est-à-dire que j'y arrive ou que je n'y arrive pas à obtenir la commande, ça ne changeait pas grand-chose. Je restais joyeux, je restais optimiste, je restais enthousiaste. Oui, on comprend mieux après pourquoi en entreprise tu arrives à implanter ce type de philosophie qui est en fait très rentable. Alors ça j'en suis persuadé et je pense que la clé c'est d'être dans le plaisir de ce qu'on fait, de le faire le mieux possible évidemment, de viser l'excellence, mais en lâchant la pression qu'il peut y avoir sur le résultat. C'est-à-dire que faire de son mieux, oui, mais en se disant que ça marche pas, à la limite c'est pas grave. Et ça, c'est pas facile à se dire. Quand on a des objectifs, quand on a une hiérarchie qui nous met une pression forte, c'est pas facile. Mais pour autant, alors ça peut paraître même paradoxal, mais pour autant, j'ai observé, en tout cas, je l'ai observé sur moi-même et aussi sur énormément de vendeurs, lorsqu'on arrive à se mettre dans cet état d'esprit-là, il y a une différence énorme qui se crée dans la réussite. Donc oui, on voit bien qu'à partir du moment où les responsables adhèrent à cet état d'esprit, on peut arriver à le démultiplier dans toute l'entreprise en fait. Oui. Parce que ça c'est important, cette notion-là. Moi aussi, qui ai une grande expérience en entreprise, j'ai connu ces notions d'objectif, de stress, et de voir plutôt ce qui allait arriver demain et pas ce qui arrive aujourd'hui. Donc je comprends tout à fait ce que tu expliques là. Je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'en quelques minutes, tu as donné des clés très importantes, la notion de survie par rapport à une situation, de choix qui s'impose, le fait de choisir un objectif, le fait d'être motivé, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de passer à l'action et surtout de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Oui, c'est fondamental. Et à partir de là, on arrive au fait que, la situation que tu expliques, c'est je dois vivre l'instant, je vis l'instant, je vis le moment, et c'est de cette façon-là que je serai le plus heureux. Oui. Et que ce soit dans mon statut de salarié de chef d'entreprise ou dans mon statut de père, d'époux. Quoi qu'on fasse, ça peut être du bricolage, du jardinage, ton métier. Pour moi, les deux mots-clés, c'est le plaisir et l'excellence. C'est à viser le travail quand même bien fait. Et le troisième mot qui se rattache à l'objectif, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, voilà, tu disais ça, c'est vrai que je ne t'avais pas récupéré sur la liste. Non, mais c'est vrai que le lâcher-prise permet de rentrer en contact avec ce que tu es à l'instant présent. Donc à ce moment-là, tu as moins de pression. C'est ça. Mais pas moins d'excellence si tu as fait le travail nécessaire. Exactement. Je trouve ça tout à fait passionnant et puis ça permet de comprendre encore mieux le fonctionnement que l'on peut avoir, que ce soit dans la vie ou dans la vie d'entreprise.
qui est quand même importante, on y passe beaucoup de temps. C'est clair. Surtout à des niveaux de responsabilité, on s'aperçoit que les horaires sont assez extensibles. Et justement, dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut avoir un focus sur un objectif matériel et réussir quand même le changement positif? Alors moi, je n'oppose pas les deux. Je pense qu'on peut avoir des objectifs matériels, vouloir s'acheter une belle voiture, un ordinateur, que ça voilà, oui. Et en même temps opérer des changements profonds dans sa vie privée. Ce qui serait problématique, je pense, c'est de n'avoir que des objectifs matériels. Ouais. Où là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'ego, c'est-à-dire que ça c'est l'ego, je pense qu'à moi. Ouais. Et souvent, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que les gens qui n'ont que des objectifs matériels, ils vont viser souvent l'apparence, et donc plus je possède, mieux je suis. C'est un peu la croyance qu'il y a derrière l'ego. Et quand on arrive à se détacher de ça, et c'est pas facile, eh bien, je pense qu'on lâche un petit peu sur l'obsession de posséder. Quand on est capable de se dire, bah voilà, je suis quelqu'un de bien et j'ai pas besoin de le prouver quelque part. Parce que c'est par essence, c'est un cadeau de naissance pour moi, la valeur d'un individu. Donc du moment qu'on est, on a de la valeur et de l'importance et qu'il n'y a rien à prouver pour ça. Et souvent, la métaphore, l'exemple que je prends, c'est un nourrisson. Oui. Rappelle-toi, lorsque tes enfants sont nés, c'était, j'imagine, la chose la plus importante pour toi à ce moment-là, et ça l'est toujours. Et pourtant, un nourrisson, lorsqu'il naît, il n'a rien prouvé, il ne possède rien. C'est plutôt, d'un point de vue pratique, des contraintes, on va dire, pour un parent, parce qu'il est totalement dépendant. Et en même temps, c'est la personne qui a le plus de valeur pour nous. Donc ça prouve bien que cette valeur-là, on l'a de naissance, en fait. Le problème, c'est que lorsqu'on grandit, avec l'éducation, avec la société, l'ensemble des publicités qu'on voit qui nous martèlent que c'est en possédant et en étant performant qu'on devient quelqu'un de bien. Et donc on déforme ça. En fait, ce que tu dis, c'est quelque chose que je rencontre énormément, c'est-à-dire des gens qui possèdent, qui ont tout, franchement tout, et même plus, parce qu'on n'a pas besoin de tout, et qui ne sont pas heureux. Donc on voit bien qu'ils sont dans une image du bonheur qui est une image matérialiste, complètement matérialiste, et qui ne peut pas masquer très longtemps, enfin ça peut masquer longtemps, mais je dirais, on parle de crise de la quarantaine, c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, ça va se révéler, et tout à l'heure on parlait de déclencheur justement. Et dans ce sens, puisque nous on est dans le fait d'aider à changer, ce qu'on veut c'est que les personnes se révèlent à elles-mêmes pour leur épanouissement. Quelle définition du changement positif tu donnerais à nos amis du blog? Une définition, alors pour moi un changement positif, il y a les deux mots, il y a le changement puis il y a le positif. Ouais. Un changement de vie, c'est un changement profond. C'est-à-dire que ça va s'accompagner d'une prise de conscience et d'un changement de croyance. C'est-à-dire que je vais voir la vie autrement. D'accord. Je vais considérer la vie autrement avec un autre angle et c'est ça qui va amener le changement. Mais le changement, il peut être négatif parfois. C'est-à-dire que je peux tirer des conclusions. Ça peut être à travers une mauvaise expérience. Par exemple, tu l'entends des fois dans la vie privée. Les hommes sont comme ci ou les femmes sont comme ça. On va généraliser en fait. Et donc du coup, on va se fermer. Et donc ça peut amener un changement, mais négatif pour le coup. D'accord. Donc un changement positif, c'est un changement où effectivement il y a cette prise de conscience. On voit les choses sous un angle différent. Mais c'est un changement qui va m'amener vers plus de bonheur, d'enthousiasme, où je vais justement me rapprocher de qui je suis, de mes valeurs, de mes aspirations, de ce qui est important pour moi. Là, c'est un changement positif. Oui, c'est vrai que ce que je prône, et je ne suis pas le seul, c'est le changement doit être positif, le changement amène à la vie qui nous ressemble, à la vie épanouie qui nous ressemble. Et Franck, en ce qui te concerne, comment vis-tu la vie qui te ressemble? Parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce que tu représentes une vie qui te ressemble. Alors, je pense qu'il n'y a pas de perfection déjà en la matière et qu'on essaie tous, avec nos moyens, avec nos ressources, de s'approcher toujours de cette vie qui nous ressemble. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a permis, je pense, de vivre aujourd'hui une vie qui me satisfait, où je peux m'épanouir dans ce que je fais, c'est la combinaison de trois choses. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est issu des recherches en psychologie positive. La première chose, c'est je pense qu'il faut identifier ce qui nous procure du plaisir. Toutes les activités qu'on aime faire. Par exemple, moi, j'adore être au contact des gens, j'adore découvrir des nouvelles personnes. Donc aujourd'hui, j'ai un métier qui me permet ça. La deuxième chose, c'est de prendre conscience des choses qui ont du sens pour nous, qui sont importantes pour nous.
Par exemple, moi, ce qui est très important pour moi, c'est la notion de contribution aux autres, d'être utile aux autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette expertise-là dans l'enchantement du client. C'est pas un hasard. Et la troisième chose qui m'a aidé, c'est la prise de conscience aussi de ce qu'on appelle nos talents naturels. On a tous des talents naturels. Moi, j'ai, je pense, une bonne aisance relationnelle, une bonne écoute, de la bienveillance. C'est des choses que je fais naturellement. Oui. Et je pense que lorsqu'on arrive à combiner ces trois choses-là, c'est le plaisir, le sens et le talent, qu'on trouve des activités qui combinent les trois, ben là, c'est un facteur d'épanouissement formidable. Parce que c'est intéressant hein, ce que tu dis, parce que tu es en train d'aussi parler de mission de vie. Oui. Parce que là, ce que j'entends moi, c'est que tu as déterminé quelle était ta mission quoi, oui, de vie. Et ça c'est sans doute la voie la plus magistrale pour réussir son changement positif. Parce qu'on a pris conscience de ce que l'on peut donner. Et je me rappelle que pendant nos entretiens préalables, tu m'avais dit, oui, mais quoi que l'on fasse, si on ne le fait pas en ayant envie de contribuer aux autres, ça n'a pas beaucoup de conséquences intéressantes. J'avais trouvé ça très intéressant, pour ça que j'avais vraiment hâte qu'on se rencontre et qu'on discute de tout ça pour nos amis du blog. Là, on parle de mission de vie, mais on parle aussi du sens de la vie, en fait. Et c'est pas évident à trouver le sens de la vie. Non. Alors ça dépend. Il y a des personnes qui le trouvent naturellement, qui trouvent leur vocation très facilement, comme ça, presque par hasard. Et puis d'autres, comme moi, qui ont galéré un peu plus, qui ont dû faire un travail plus approfondi, de se poser les bonnes questions. Et j'ai mis, moi, plusieurs années à trouver cet axe-là, qui résonne vraiment. À savoir donc, l'enchantement du client, être au service des autres, être utile. Et ça a été un long processus. Alors qu'au final, le résultat, il a l'air évident, simple. Et je sais qu'au fond de moi, je le savais, mais il m'a fallu plusieurs années pour y arriver. Pour me débarrasser aussi d'un certain nombre de choses qui étaient liées à l'ego, et des choses qui nous freinent, qui nous empêchent, je pense, de se mettre sur la voie qui nous ressemble, en fait. C'est une voie naturelle, en fait, quand on en a comprise. Je pense que pour moi, du coup, j'opposerais deux choses, c'est notre ego et notre cœur. Et lorsqu'on est rempli de peur, les peurs, c'est l'ego qui les génère la plupart, eh bien, on est rattaché à une vie qui ne peut pas nous ressembler. Oui. Lorsqu'on lâche la pression de tout ça et qu'on essaie d'écouter son intuition, son cœur, ses aspirations, même si ça ne plaît pas à notre entourage. D'accord, si un enfant te dit j'aimerais bien faire ça plus tard, qu'on dit mais non, ça c'est pas sérieux comme métier, tout de suite on casse cet élan naturel. Et donc je pense que l'un des secrets c'est d'écouter ses aspirations, d'être à l'écoute de ce qu'on aime faire, de ses intuitions. Et puis aussi on peut se poser, on peut faire une démarche plus intellectuelle, on peut se demander tout simplement quel est le monde idéal dans lequel j'aimerais vivre. Et moi c'est une question que je me suis posée. Si tout était possible, dans quel monde j'aimerais vivre? Et dans ce monde-là, pour moi, il y avait cette notion de contribution, de générosité, etc. Donc c'était extrêmement présent. Mais pour d'autres personnes, ça va être carrément autre chose. Et on peut se poser, je pense, cette question-là. Une autre question qu'on peut se poser aussi pour donner plus de sens à sa vie, c'est de se dire, ok, je suis là, sur cette terre. Alors c'est un peu spirituel pour le coup, mais c'est de quelle manière j'ai envie de contribuer au monde avec mes talents naturels. Qu'est-ce que je peux apporter au monde? C'est-à-dire que tu vois, on fait une démarche orientée vers les autres plutôt que vers soi. Et ça, c'est source de bonheur, beaucoup plus que de dire comment je peux me faire plaisir, uniquement moi. C'est ce que j'avais noté au tout début de l'entretien, c'était le fait de dire que c'était tourné vers les autres et c'était avec les autres. Et c'est vrai que on est des individus, de plus en plus, mais on ne peut pas se réaliser en tant qu'individu si on n'est pas en lien avec les autres. On a besoin d'un lien. C'est intéressant ça parce que tu abordes vraiment beaucoup d'aspects de l'accomplissement de soi et je me posais une question, si je te rencontrais pour te demander de me coacher afin que je m'accomplisse enfin, quelles sont les 3 questions que tu me poserais? Alors si j'avais que 3 questions à poser, non c'est pas simple, mais je pense que dans ces cas-là il faut aller à l'essentiel lorsqu'on a peu de temps comme ça et qu'il faut être synthétique. Première question que je te poserai, c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie aujourd'hui? Parce que souvent, si tu venais me voir, c'est qu'il y aura un souci, et donc c'est qu'il y a quelque chose d'important qui te manque. Donc première question que je te poserai, c'est qu'est-ce qui te manque aujourd'hui d'important? Deuxième question que je pourrais te poser, c'est par rapport à ces éléments-là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? T'en es où?
quelle place tu accordes à ces éléments. Et puis, troisième question, une fois qu'on a fait un petit peu le bilan, c'est qu'est-ce que tu peux faire dès demain pour agir dans ce sens-là, pour satisfaire ces éléments-là, pour les nourrir. Absolument. Alors ça oui. On est complètement dans vivez votre vie, vivez-la maintenant. Oui. Hein, on est vraiment dans ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut vraiment conseiller à tous nos amis du blog. C'est vraiment, si vous avez quelque chose à vivre, n'attendez pas, vivez-le maintenant. Et prenez-en conscience avec ces 3 questions-là que Franck pourrait vous poser. Parce que, voilà, moi je constate de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance et qui recherchent des solutions. Penses-tu qu'il y a un déclencheur principal et comment s'inscrire dans la durée, en fait, voilà, par rapport à ces solutions-là? Oui, alors le déclencheur principal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est un élément souvent de souffrance. C'est-à-dire qu'on souffre tellement qu'à un moment donné, on dit « je ne veux plus ça ». Et c'est ça qui va être pour moi le déclencheur principal la plupart du temps. Ouais. Ou alors c'est la deuxième solution, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que voilà, j'ai une vie confortable, mais il me manque quelque chose et je veux me réaliser. Et je pense que là c'est plus dur quelque part parfois, parce que lorsqu'on souffre énormément et qu'on ne peut plus supporter la souffrance, on est obligé de changer. Voilà. Et parfois la vie nous confronte à ça. Ça peut être, il y a des événements marquants, une rupture, un décès. On n'a pas le choix. On est en souffrance et il faut qu'on fasse quelque chose. On n'a pas le choix. Soit on se laisse sombrer, soit on réagit. Mais l'autre cas, c'est la situation où en apparence tout va bien. Et là, il y a un piège là-dedans, parce qu'on a beaucoup de mal à quitter ce confort, à passer à l'action, on culpabilise, mais est-ce que c'est pas moi qui suis trop difficile, parce que pourtant j'ai tout pour être heureux. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Quand on va culpabiliser quelqu'un, tu as tout pour être heureux, tout pour être heureuse, de quoi tu te plains. Et voilà. Donc pour moi, les déclencheurs principaux, c'est ça, c'est la souffrance, le plus souvent. D'accord. Et puis à un moment donné, à la quarantaine souvent, c'est dire quel sens je veux donner à ma vie, parce qu'aujourd'hui je m'aperçois que peut-être j'étais trop centré sur moi-même, ou au contraire que je me suis trop oublié. Il peut y avoir ça, on voit souvent chez les mères de famille qui ont tout donné pour leurs enfants, qui n'ont vécu que pour les autres, là pour le coup, et qui se sont carrément oubliés. C'est aussi l'autre point. Et donc là il faut se réapproprier aussi sa vie, se reconnecter à ce qui nous anime, à nos passions, à nos plaisirs. Tu parlais tout à l'heure de motivation. En matière de solutions pour ceux qui souffrent, et il y en a beaucoup, comme tu dis, qui s'en rendent compte ou moins, mais en tout cas il y a toujours un moment où ça va exploser ou imploser, mais il va se passer quelque chose. C'est vrai qu'il y a le mot de motivation qui revient, mais donc on est dans le schéma des moteurs qu'il faut mettre en place et pour arriver à justement changer. Et ce que je te dis aussi, les gens recherchent des solutions, mais dans la durée. C'est-à-dire, il faut que ça dure. Tu sais, c'est une discussion aussi qu'on a déjà eue, toi et moi, en préalable. C'était de dire, mais il faut mettre en place ce qui peut durer. Et donc, voilà, si tu as un avis juste là-dessus, sur le fait, sur ce fait-là. Que ça dure. Voilà, que ça dure. Que ça puisse s'inscrire dans la durée. Déjà, la première chose, c'est de prendre la décision du changement. Donc, c'est qu'il faut décider dans sa tête, ok, là je change. Et c'est souvent ça le plus dur en fait. C'est-à-dire, ok, j'ai une vie qui est comme ça aujourd'hui et je veux en changer. Un ou plusieurs aspects de cette vie-là. Une fois qu'on a pris la décision, voilà, c'est de se fixer des objectifs, très concrets, des objectifs très concrets. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui, dès demain, et des petits objectifs. Plus c'est petit, plus on va passer à l'action. Si je dis que mon objectif c'est de changer de vie, c'est trop vague, c'est trop général, et puis c'est trop ambitieux, et donc du coup on ne va pas commencer. C'est comme la métaphore avec la montagne. Si tu vois le sommet, puis tu dis mon objectif c'est la montagne, parfois ça peut être décourageant, et du coup on passe même pas à l'action. Alors que si tu dis ok, je vais d'abord viser les 100 mètres qui sont devant moi, tu le fais, et puis 100 mètres, et puis 100 mètres, et puis on avance comme ça petit à petit, puis en fin de compte on finit par grimper sur la montagne. Donc c'est avoir des objectifs réguliers et accessibles évidemment, qui ne dépendent que de soi, d'accord. Parce que si mon objectif c'est que mes clients soient gentils avec moi, ça marche pas. C'est qu'est-ce que je peux faire moi pour que mes clients soient plus heureux de me voir, plus enchantés, plus satisfaits, etc. Donc on revient à la notion de responsabilité. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui ne dépend que de moi? Qu'est-ce que je peux décider? Qu'est-ce que je peux faire qui ne dépend que de moi? L'objectif il doit être vraiment centré aussi là-dessus. Bien sûr atteignable, réalisable, totalement réalisable. Voilà. Il doit être aussi ce qu'on appelle écologique, c'est-à-dire qu'il
faut traiter les inconvénients. Parfois, il peut y avoir des inconvénients à atteindre un objectif. Ça, c'est intéressant. Par exemple, notamment les gens qui veulent avoir plus confiance en eux. Oui, ouais. Souvent, un des inconvénients de l'objectif atteint, c'est une question qu'on pose, c'est imagine que tu as atteint ton objectif, est-ce qu'il y aurait des inconvénients à avoir atteint l'objectif? Et parfois, ils vont dire, bah oui, si j'ai plus confiance en moi, bah du coup, les autres, peut-être, vont trouver que je suis arrogant, etc. C'est un exemple. Mais par rapport à un objectif atteint, il faut se poser la question, si j'atteins cet objectif, est-ce que ça peut présenter des inconvénients? Et lorsqu'il y a des inconvénients, il faut vraiment les prendre en compte, dire, ok, par rapport à ces inconvénients-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'ils sont bloquants? Auquel cas, je peux renoncer, revoir mon objectif. Ou est-ce que je les assume? Bah oui, j'aurai plus confiance en moi, ça va poser un problème à un certain nombre de personnes, mais c'est pas grave, je le fais quand même. C'est-à-dire qu'on agit en conscience. Le changement, de toute façon, positif, comme on disait, il faut qu'il soit positif. Le changement positif va de toute façon impacter sur l'environnement et va impacter sur notre vie. Donc, et va impacter auprès des autres. Donc il faut être conscient de ce que ça va amener. Et après, si on est dans une démarche qui est toujours une démarche généreuse, tu parlais de générosité tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais ça veut dire aussi qu'on va être perçu différemment. Surtout si on gagne en confiance en soi, sachant que c'est le moteur principal de la réussite. On parlait de moteur de réussite. Et justement, dans ton expertise, ton message, ta méthode, qui sont implantées en entreprise et auprès des chefs d'entreprise, parce que comme on le disait tout à l'heure, tu as une activité très soutenue et internationale. Cet ensemble, ça constitue déjà un nouveau moteur d'action pour les entreprises. Mais la question que je me posais, c'est comment on associe, on a un peu parlé tout à l'heure, comment on associe rentabilité et contribution aux autres. D'accord. Oui. Là, je rentre un peu plus dans le sujet. Oui, et c'est une question importante parce que moi, lorsque je suis en position de vendre mes prestations aussi, il faut pouvoir faire ce lien. Parce qu'un chef d'entreprise, lui, sa finalité, la plupart du temps, c'est effectivement la rentabilité. Et c'est la raison d'être aussi, souvent, d'une entreprise. En tout cas, même si ce n'est pas la raison d'être, une entreprise, pour vivre, elle doit être rentable. D'accord ? Donc, c'est un passage obligé. Et il y a effectivement un lien. Le lien, il est assez simple, en définitive, c'est que si une entreprise arrive à satisfaire ses clients, à les enchanter, d'accord, à travers cette qualité de service d'excellence, bien les clients seront plus fidèles, donc ils reviendront plus souvent, donc ça génère un chiffre d'affaires plus important. Ils vont en parler positivement autour d'eux, donc ils vont ramener d'autres clients par le chevreuil. Et donc au final, l'entreprise va être gagnante financièrement aussi. Sans parler du fait que on a constaté aussi que les clients qui sont très satisfaits, qui sont fidèles, ont un panier moyen souvent largement supérieur au panier moyen des clients occasionnels. Donc une entreprise qui est en mesure d'enchanter ses clients, d'offrir une qualité de service d'exception, c'est une entreprise qui va être beaucoup plus rentable qu'une entreprise qui ne cherche pas à faire cet effort-là. Alors ce qui m'intéresse en plus, en tant que professionnel, moi aussi, c'est ce que j'entends, c'est qu'on peut changer notre façon de fonctionner, être plus rentable, tout en contribuant aux autres, tout en ayant une entreprise qui va fonctionner mieux dans un meilleur état d'esprit, sans tout changer, c'est-à-dire sans que ça ait un impact financier, un impact du coût du changement qui soit important. Pour soi-même, tu veux dire ? Pour l'entreprise. Je me disais, l'entreprise, elle n'a pas tout changé. C'est plutôt une prise de conscience avec bien sûr des implications et des implications. Oui, alors le coût du changement pour l'entreprise vers une qualité de service d'exception est très faible. Parce que moi, lorsque je travaille en entreprise, je travaille sur l'humain. Mais je ne demande pas d'embaucher 10 personnes de plus. Je travaille avec les personnes qui sont là. Et mon rôle, et le rôle des intervenants qui sont dans mon équipe aussi, c'est de travailler sur l'attitude, sur le comportement. Donc ça ne coûte rien. Ça coûte un effort simplement de remise en cause, de remise en question. Mais on travaille sur le comportement. Mais pour l'entreprise, ça ne coûte rien. Il n'y a pas à acheter de matériel, il n'y a pas d'investissement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment quelque chose de... je pense que c'est une des activités où il y a un levier, une rentabilité plus forte, parce que le coût est très faible, mais par contre, le bénéfice est très important. Très important. Et on le voit d'ailleurs avec les clients, lorsque on met en œuvre ces coachings, entre avant et après, on voit tout de suite la réaction des clients qui disent tiens, on est bien accueillis, les clients sont très sensibles à ça. Et ils le voient tout de suite, les clients. Et donc, du coup, ils vont être beaucoup plus heureux d'être là et ils reviennent et l'effet est immédiat. Il faut juste, et ça c'est mon travail aussi, arriver à se remettre en question. C'est-à-dire que les personnes que j'accompagne aient envie de se remettre en question et un intérêt personnel à se remettre en question. Et donc, je travaille aussi beaucoup sur les dynamiques de
qualité de service en interne. Parce qu'il faut aussi que les collaborateurs soient motivés. Oui. Et donc c'est pour ça que j'accompagne beaucoup les dirigeants aussi, les managers, pour qu'il y ait cette dynamique-là. Mais ceux qui te consultent ne sont pas forcément en échec professionnel, mais peut-être qu'ils sont parfois il y a des impasses, il y a un petit souci dans leur vie, ils peuvent avoir cette impression-là. C'est en tout cas ce que je constate également, moi, dans mon activité, ce trouble-là chez les professionnels. Quelles clés tu utilises pour définir leur réussite, ceux que tu vas coacher, leur réussite de vie future? À titre personnel? Alors les deux, parce que pour moi c'est lié. Et ton impact, il est beaucoup plus important que l'entreprise, on le sent. Le fait de se remettre en question dans l'entreprise pour mieux contribuer et avoir une vie plus épanouie en entreprise, comme tu le disais, la personne n'est pas complètement dans une dichotomie entre le privé et le professionnel. Donc c'est une façon un peu générale, mais voilà, tu peux essayer de répondre à ces questions un peu vastes. C'est quelle clé tu peux définir pour qu'ils mettent en place une vie future plus réussie, essentiellement dans les coachings d'ailleurs, je pense. Oui, alors tout simplement, je pense que ça revient à ce qu'on disait, c'est d'avoir un objectif, un but de vie déjà, ce que tu appelais tout à l'heure une mission de vie ou projet de vie, c'est de définir ça, c'est-à-dire savoir le sens global que je veux donner à ma vie, quelle est la contribution. Et je pense que ça, c'est l'axe. Et d'ailleurs, je fais ce travail-là aussi beaucoup avec les entreprises, c'est-à-dire que j'accompagne souvent les dirigeants à définir la mission de leur entreprise, parce qu'une entreprise, c'est une entité. Au même titre qu'une personne, c'est quelle est la raison d'être d'une société. Et moi, pour ma société, la mission, c'est d'aider les entreprises à enchanter leurs clients. Donc il y a une raison d'être. Et lorsqu'on a ça très clairement dans sa tête, à l'esprit, eh bien c'est le cap de l'entreprise. Et je travaille beaucoup sur cette notion-là avec les chefs d'entreprise, les dirigeants, sur la mission d'entreprise. Parce que du coup, ça devient un projet d'entreprise, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir fédérer l'ensemble des collaborateurs. Mais la plupart du temps, il n'y a pas cette mission. C'est-à-dire que les gens font leur travail quotidien, mais ils ne font pas le lien entre leur propre fonction et la mission d'entreprise. Tout simplement parce que la mission d'entreprise, elle n'est pas clairement définie. Et donc je fais souvent ce travail-là qui donne du sens en fait. Absolument. Aux collaborateurs et même aux dirigeants. Lorsque je fais ce travail-là avec les dirigeants, eux, alors ils savent souvent quand ce sont des dirigeants fondateurs, ils savent pourquoi ils ont créé l'entreprise. Mais ils ne l'ont jamais posé clairement et surtout ils ne l'ont jamais communiqué. Et donc lorsqu'on fait ce travail-là de rédaction, c'est souvent 2-3 phrases, une mission, où il y a tous les ingrédients qu'ils veulent transmettre. Du coup, souvent ils sont très heureux d'avoir fait ce travail-là parce que ça les reconnecte à ce qu'ils avaient au départ. Et puis surtout, ils peuvent communiquer là-dessus et embarquer avec eux les collaborateurs. Donc il y a une motivation, on parlait de motivation tout à l'heure, il y a une motivation très forte parce qu'il y a du sens. On sait pourquoi on fait les choses. Ça, c'est important. Et c'est vrai que je constate, tu peux aborder le sujet tout à l'heure, que le manque de confiance en soi semble pénaliser beaucoup les personnes, l'énergie, tu parlais d'énergie tout à l'heure, de potentiel. On a l'impression que ce manque de confiance en soi, c'est vraiment un inconvénient majeur. Et quels outils te paraissent les plus adaptés pour inverser ce malaise et pour ouvrir nos potentiels? D'accord. Alors c'est vrai, là je te rejoins, la confiance en soi c'est vraiment un levier majeur, mais je dirais dans la vie en général. Quelqu'un qui manque totalement de confiance en lui et d'estime de soi, souvent c'est lié à ça. C'est lié. C'est quelqu'un qui va beaucoup moins entreprendre, qui va être plus fébrile, en tout cas il va être perçu comme tel, et donc du coup qui va moins donner envie. Donc c'est vrai que si j'ai confiance en moi, notamment vis-à-vis de mes collaborateurs, vis-à-vis de mes clients, eh bien, je vais donner plus confiance. La confiance en soi, alors moi je fais la distinction entre estime de soi et confiance en soi, même si ce sont deux notions liées. La confiance en soi, c'est vraiment le sentiment qu'on éprouve lorsqu'on sait qu'on peut faire face à une situation. C'est vraiment une sensation. Je sens que j'ai confiance en moi, c'est-à-dire je sens que je peux y arriver, que je peux surmonter telle ou telle situation. Ça veut dire que ça dépend des situations. Je peux avoir confiance en moi dans une situation que je connais bien, où je sais que je peux faire face. Et puis, pas du tout confiance en moi dans une autre situation. D'accord ? L'estime de soi, c'est autre chose. L'estime de soi, c'est plus un jugement par rapport à soi-même, un jugement de sa valeur personnelle. C'est est-ce que je pense que je suis quelqu'un d'important, sans être arrogant, mais est-ce que je pense que j'ai de la valeur ou pas? Et souvent, les gens qui manquent de confiance en eux ont une faible estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de valeur, et puis
certaines personnes le disent comme ça. Ils vont dire je ne vois rien, d'accord, en tant qu'être humain. Et donc si on a cette croyance-là, donc une faible estime de soi, on manque de confiance en soi. Mais c'est vrai que quand on a cette confiance en soi, on peut avoir beaucoup plus d'impact commercialement, avec ses collaborateurs, etc. Donc ta question, je crois que c'était savoir comment générer on peut inverser ça et puis en profiter pour vraiment faire ressortir ses potentiels. Oui. Parce que ça bloque tout. En fait, c'est un bloqueur très pénalisant. Oui, alors c'est clair que ça peut être pénalisant, c'est limitant. Alors pour moi, il y a deux cas. Si vraiment le problème est sérieux, c'est-à-dire que je suis face à une personne qui manque vraiment d'estime d'elle-même, qui manque de confiance en soi, qui a un problème un peu sérieux. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Par contre, j'ai une coach dans mon équipe qui est spécialisée dans l'estime de soi, la confiance en soi, le leadership, le charisme, qui va accompagner les managers, souvent ce sont les managers, les dirigeants, à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, plus de confiance en soi, développer leur leadership. Et puis là, on a des personnes qui s'ouvrent et qui deviennent beaucoup plus impactantes. Donc là, c'est un travail plus long. Maintenant, moi, ce que je fais personnellement lorsque j'interviens sur le terrain, je vais travailler aussi la confiance en soi, mais de manière moins profonde, mais quand même avec un impact immédiat. Par exemple, en travaillant sur... une des choses, par exemple, que je constate, c'est que les vendeurs que j'accompagne ne savent pas traiter les objections. Et donc, ils manquent de confiance en eux dans leur capacité à répondre aux objections, mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Donc, je vais faire cette première chose-là, c'est que je vais transmettre un savoir, comme une petite formation sur mesure, où je vais prendre une méthode pour traiter les objections, et on va préparer ça. Et du coup, ils sont plus à l'aise. Et en étant plus à l'aise, mais ils ont plus confiance en eux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je fais aussi lorsque je fais du coaching terrain, c'est que j'introduis un changement de comportement. C'est-à-dire que la personne, sans lui dire quoi que ce soit, sans amener d'informations, de connaissances supplémentaires, je lui dis simplement, tiens, change ça, regarde, tu pourrais faire ça différemment, tu te tiens plus droit, tu souris à ton client lorsqu'il arrive, et tu verras par toi-même. Et en changeant de comportement, la personne que j'accompagne voit tout de suite l'impact au niveau des clients, des collègues, et donc du coup, en voyant cette preuve-là, positive, eh ben, elle prend confiance en elle. Elle se dit, tiens, finalement, je sais faire. Donc c'est pour des changements de comportement assez faciles et simples à mettre en place. Et puis la troisième chose que je fais aussi, que je pratique énormément, c'est ce qu'on appelle le feedback positif. C'est-à-dire que moi je suis bien sûr là pour faire progresser les personnes lorsque j'interviens sur le terrain, mais pour moi il y a deux philosophies. Il y a ceux qui vont dire tu fais pas bien, tu fais pas bien, tu fais pas bien, ok, que des défauts, mais là ça plombe la personne. Ou alors on peut d'abord se baser sur ce que la personne fait de bien. Et moi, je m'applique toujours à observer déjà toutes les bonnes pratiques de la personne pour qu'elle en ait conscience. Et en lui faisant prendre conscience de ce qu'elle fait déjà de bien, elle a plus confiance en elle. Et ensuite seulement, on aborde des axes de progrès, des petites modifications qu'on peut introduire. Voilà, ce sont les trois éléments que j'utilise. Oui, parce que c'est intéressant de bien comprendre que arriver en entreprise pour dire on va faire fonctionner mieux, parce qu'il y a une demande de l'entreprise, c'est pas d'entrer dans un processus de dénigrement de la personne pour ce qu'elle est jusqu'à présent. C'est au contraire utiliser ses performances, ses atouts, les potentiels qu'elle n'a pas forcément développés, et en même temps lui donner un ensemble d'outils qui vont lui permettre d'être efficace immédiatement. Ce que j'entends, moi, c'est la notion d'immédiateté, du fait que le conseil porte tout de suite. C'est-à-dire, il y a vraiment, tu es dans une méthode qui génère immédiatement un résultat. Ça, c'est important. Oui, et c'est la demande de mes clients, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils ne veulent pas un philosophe, ils veulent quelqu'un de très pragmatique, ce qui n'empêche pas d'avoir des notions derrière ça. Je pense qu'il y a une notion des vraies croyances, il y a des notions un peu spirituelles, on peut dire, à la limite, mais il y a une demande de quelque chose de très pragmatique. Et moi, dans ma pratique quotidienne, justement, je m'attache à être extrêmement concret, pragmatique et des résultats les plus rapides possibles et les plus durables aussi. C'est pas parce que c'est rapide que c'est éphémère. On peut avoir des résultats très rapides et durables. Et c'est ce que veulent mes clients. Et c'est ce que je m'attache à faire. Après, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, il y a une notion très importante, c'est la notion de bienveillance. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir soi-même des croyances vis-à-vis des autres positives, aidantes. Et moi, j'ai une croyance forte, c'est que je considère que chaque personne est un trésor, est un cadeau pour le monde. Et j'essaie de voir les personnes sous cet angle-là. Et donc, du coup, je vais avoir plus tendance à voir le positif que le négatif. Et les personnes sentent ça. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. Si on aborde une personne sous l'angle de la bienveillance, elle va se sentir beaucoup plus détendue, beaucoup plus à l'aise, elle va s'ouvrir
Et donc, elle va être amenée à progresser beaucoup plus vite qu'une personne qui est tendue parce qu'on lui fait que des critiques, que des reproches. Oui, on ne rentre pas dans un jugement, on est plutôt dans l'inspiration de ce qui doit être bien, ce qui doit être fait. Et je me disais, dans la vie de tous les jours, comment on peut être inspiré pour vivre mieux? Alors, je dirais, pour être inspiré pour vivre mieux. Oui. Le plus simple, pour moi, c'est de se reconnecter en permanence à ses rêves. Une fois qu'on a trouvé ce qui nous passionne, le sens de sa vie, c'est de se le rappeler tous les jours. Et si besoin, l'écrire sur les murs. Moi, j'ai quelques citations sur les murs dans mon bureau, notamment pour me rappeler en permanence, pour me reconnecter à ce qui me motive le plus, à ce qui a le plus de sens pour moi. Par exemple, la mission de mon entreprise, elle est écrite, elle est clairement affichée, faire une différence positive dans la vie des autres, enchanter les autres. Et justement, je me disais, toi-même, est-ce que tu as des rituels, des modes de fonctionnement que tu mets en action? Avec les clients ou... Non, pour toi. Pour moi, oui, alors j'ai quelques rituels, je pense qu'on en a tous, plus ou moins conscients. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien démarrer ma journée en ayant de gratitude, c'est-à-dire en pensant en disant merci, dans ma tête, à toutes les personnes qui me font confiance, à tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Et voilà, tout simplement, je commence mes journées comme ça. Et puis lorsque j'aborde aussi mes clients, souvent je les remercie déjà de m'accueillir, de me faire confiance, des efforts qu'ils font, parce que quand je les coach et je les accompagne, je ne les ménage pas, je suis là pour ça. Et donc voilà, c'est cette gratitude que j'essaie d'entretenir le plus possible. On est vraiment, là c'est le professionnel qui parle, on est vraiment, je fais référence à mes expériences il y a assez longtemps où j'étais consultant aussi en entreprise, dans d'autres systèmes, on est vraiment très très loin de ce que j'ai connu moi, où on avait un jugement, des principes très stricts. Là, tu arrives avec ta propre générosité, un ensemble de méthodes, des pratiques qui peuvent être mises en place à partir du moment où on fait la demande. Donc c'est très très enrichissant. Et puis surtout cette bienveillance, cette générosité qui est tout le temps présente. C'est se dire que on peut être efficace, rentable en entreprise tout en étant porteur de ce genre d'émotions, ce type d'émotions positives, c'est quand même merveilleux. Je trouve qu'on vit une époque formidable, si je peux dire ça comme ça. Oui, alors je pense aussi qu'on vit une époque formidable. Maintenant, lorsque je parle de bienveillance, certains vont croire que je vis dans le monde des bisounours. Non. C'est absolument pas ça. On peut être à la fois bienveillant, et bienveillant sur la personne, et en même temps très confrontant et faire progresser les gens, c'est ce que je fais, sur leur comportement. C'est deux choses différentes. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre la personne et ce qu'elle fait. Ouais. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on associe les deux. Il fait quelque chose qui ne me plaît pas, donc je juge le comportement, et en même temps je juge la personne. Et là, on perd la bienveillance. Et c'est là où la personne se ferme parce qu'elle se sent jugée en tant que personne. Or, si on est capable, et moi, je pense que pour un coach, c'est vraiment fondamental, de regarder toujours la personne sous l'angle, j'allais dire du cœur, de la bienveillance, c'est-à-dire toujours dire voilà, cette personne a de l'importance et de la valeur, et en même temps, dans ses comportements, elle peut progresser. Et je suis là pour l'aider à progresser. Et si on arrive à faire ça, on maintient le lien avec la personne, elle s'ouvre, et là, elle peut progresser beaucoup plus. Donc c'est d'éviter en fait de juger la personne en tant que personne, et plus de se baser sur les comportements. Alors c'est intéressant parce que ça ne renvoie pas qu'à une notion d'efficacité, ça renvoie à ce que tu disais, une notion d'excellence. Oui. Voilà. Et ça c'est beaucoup plus riche en fait en entreprise. Oui, et moi je suis personnellement quelqu'un qui aime l'excellence, donc voilà, j'aime bien faire mon travail, j'aime quand mes clients me font confiance et font appel à moi, je veux donner le maximum, je veux donner le meilleur. C'est pareil pour toute mon équipe. On a c'est une des valeurs d'ailleurs de l'entreprise, c'est l'excellence. Et en même temps, voilà, il y a cette excellence-là, mais il y a aussi la bienveillance. Pour moi, c'est fondamental. Je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un qui est dans la malveillance ou qui n'est pas bienveillant, qui ne respecte pas nos clients, tout simplement. Là, tu as un peu répondu à la question qui me venait, c'était concrètement comment incarner la personne que l'on doit être. Alors c'est vaste ça aussi, la personne que l'on doit être et comment l'incarner. C'est un thème principal d'abord de mon blog, mais c'est aussi ce que tu vis même tous les jours en entreprise. Comment incarner les personnes que l'on veut être, c'est ça? Moi, je dis que l'on doit être. Ah, tu sais, c'est un peu différent. Alors pour moi, on ne doit pas être. Bon.
Mais c'est une vision différente. Hein. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre d'obligation. Du moment où on se dit il faut, je dois, on se met une contrainte. Ouais, c'est vrai. Je préfère dire la personne que je veux être, parce que là, du coup, j'ai le choix. C'est moi qui choisis, j'ai ma responsabilité. Donc moi, je fais une différence entre les deux. C'est la notion de motivation, de décision dont tu parlais tout à l'heure. C'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire, si je me dis je dois être comme ça, je me mets une contrainte, comme s'il y avait une obligation à être. Et souvent, on dit je dois être comme ça pour faire plaisir à mes parents, pour faire plaisir à tel. On se met une contrainte. Alors que si on dit je veux, ben, ça dépend que de moi. C'est moi qui veux ça. Et c'est là où on va être beaucoup plus aligné par rapport à ce qui est à l'intérieur de nous, à qui on est. Absolument. Et donc, je pense qu'on peut mieux mener une vie qui nous ressemble si on se dit c'est la personne que je veux être plutôt que la personne que je dois être. D'accord. C'est vrai que la notion que j'avais moi, c'était le fait de ne pas passer à côté de la personne que l'on est vraiment. Voilà. C'est en ce sens-là. D'accord, voilà. C'est dans ce sens-là. Ok, très bien. Ça me paraît tellement fondamental de ne pas passer à côté de la personne que l'on est vraiment. Mais c'est vrai que ça revient à ce que tu dis. Il faut décider. Oui. Si je ne dis pas je veux être la personne que je suis fondamentalement, je ne le serai jamais. Exactement. Voilà. Il faut vouloir fortement. Fortement. Je pense que c'est ça qui avait derrière je dois que tu disais. Voilà. C'est vouloir vraiment. Je pense qu'il faut prendre une décision ferme. À un moment donné, si la décision est prise. Ça, c'est très important. Oui. Mais je t'en prie, continue. Je pense que c'est dans les moments de décision qu'on peut vraiment diriger notre vie. Et c'est ça. C'est-à-dire que c'est au moment où on se décide, il faut décider très clairement, très fermement. Si on prend une décision, tu vois, un petit peu branlante, qui est pas stable, ça veut dire que derrière, il n'y a pas souvent la motivation qui accompagne. Parce que on ne va pas passer à l'acte. La décision, il faut être très clair dans sa tête. Je veux ça, je m'y engage, je passe à l'action. Il faut de la clarté, de la certitude. Voilà, c'est l'inverse du doute, en fait. Voilà. Il ne faut pas être dans le doute. Au moment où on prend la décision, il faut la prendre, mais très clairement. Voilà, c'est ça, c'est la notion de prendre la décision qui nous engage sur la durée et qui nous permet de mettre tout le reste en œuvre, c'est-à-dire tous les changements et toutes les actions qui sont nécessaires pour atteindre des objectifs accessibles, comme on le disait, mais tous les jours. Et ça me paraît très important parce que on voit les personnes évoluer, hein, tu le vois dans ton activité, moi je le vois aussi, les personnes qui évoluent, en fait on a l'impression qu'elles sont en train d'éclore à leur propre existence, ce qui est magnifique à observer, et en même temps on se dit tiens, mais elles sont devenues inspirées, et comme elles sont inspirées, elles sont aussi inspirantes. Bon, dans ton activité, c'est ce que tu fais, c'est inspirer les autres à devenir encore meilleurs, en tout cas à révéler ce qu'ils ont de meilleur en eux. Et c'est vrai que quelle décision majeure on peut prendre tout de suite pour devenir une personne inspirante? Alors pour inspirer les autres, c'est ce que tu disais, je pense qu'il faut déjà être inspiré soi-même et être connecté à la vie qu'on veut mener. Et donc ça, je dirais que c'est un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à mener une vie épanouie qui nous ressemble, automatiquement on va être une source d'inspiration pour les autres, comme un aimant, automatiquement. Maintenant, dans le cadre plus concret, concret des entreprises, lorsque j'accompagne des dirigeants qui manquent un petit peu de leadership, du charisme et qui veulent travailler cette dimension-là, je travaille beaucoup avec eux, donc cette notion de mission d'entreprise, mais aussi la vision, c'est-à-dire l'entreprise, qu'est-ce que je vais en faire? Ok, on a un cap, mais quel est le projet concret que je propose à mes collaborateurs? Et donc, c'est d'avoir une vision de ce qu'on veut faire, très claire, et de partager cette vision pour qu'elle soit inspirante. C'est-à-dire proposer un projet qui donne envie, en fait, tout simplement. Pour sortir, pour en fait voir plus loin que le bout de son nez. Parce que quand tu vas dans les entreprises, la plupart du temps, ce que tu observes, c'est que des gens font leur métier, mais comme je disais tout à l'heure, sans faire le lien vraiment avec la mission d'entreprise. Et la question qui doit se poser pour moi, c'est lorsque je suis dans une fonction, d'accord, un collaborateur qui puisse se dire, ok, ce que je fais, voilà comment ça contribue au succès, à la réussite de l'entreprise. Et quand on est capable de faire ce lien-là, on a compris notre contribution quelque part à la bonne marche de toute l'entreprise. Et là, ça donne du sens. Et là, les personnes retrouvent une motivation très forte. Mais c'est très rare d'avoir ce lien-là. Écoute, Franck, on arrive à la fin de notre entretien. Et il y a un passage obligé. Chez Changement Positif, il y a un passage obligé, c'est la confidence positive. Quand j'interviewe un expert, tu le sais,
Je lui demande de faire une confidence positive. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux partager avec nous la confidence d'un événement de ta vie qui a impacté positivement ta vie? Oui. Alors, il y en a un très fort. Il y en a eu beaucoup, mais je vais en prendre un peut-être qui peut être plus pertinent par rapport à ton expertise. C'est en 2007. Ça faisait déjà plusieurs années que je voulais créer ma société, mais je n'osais pas trop passer à l'action. Pour un certain nombre de raisons. Et en 2007, j'ai eu la chance d'assister à un séminaire d'un coach américain très connu qui s'appelle Anthony Robbins. Et donc je suis allé à Londres pour assister à un séminaire. Et le but de ce séminaire, c'était de libérer son potentiel à l'intérieur pour pouvoir justement réaliser ses rêves. Et un des exercices consistait à identifier l'ensemble de nos peurs. Et bien sûr, j'ai pris conscience que j'avais un certain nombre de peurs qui m'empêchaient de passer à l'action, qui m'empêchaient de créer ma société. C'était bien sûr la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas savoir comment s'y prendre. Mais j'ai pris conscience surtout que ces peurs-là n'étaient pas les plus importantes. J'ai pris conscience qu'en fait, ce que je craignais le plus, c'était de perdre mon confort. Le confort de ma vie. Parce que j'étais responsable commercial, j'avais un salaire intéressant qui tombait tous les mois, donc j'avais une certaine sécurité. Et c'est ça en fait. Et tu sais, le proverbe qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Oui. Et bien en fait, moi j'ai réalisé que par rapport aux rêves qu'on veut réaliser, aux projets qui nous tiennent à cœur, souvent c'est le contraire. C'est le bien est l'ennemi du mieux. Et j'ai pris conscience de ça. Et j'ai fait après ce travail-là qui m'a permis de me libérer du bien pour accéder au mieux. Et voilà, donc si ça peut être un message pour les amis du blog, voilà. Écoute, je pense que c'est un message très très fort, de se dire qu'on peut remettre en question sa vie pour justement aller mieux et que tout soit mieux. Tu l'as prouvé en 8 ans, en 9 ans. Donc félicitations d'avoir fait ce choix qui n'était pas évident. Franck, je te remercie d'avoir consacré du temps à nos amis du blog, parce que je sais que ton planning est très très chargé. Et je te remercie pour ton authenticité. Voilà, merci à toi. Merci également à vous qui nous suivez sur le blog changementpositif.fr. Toutes les coordonnées de Franck Viscuso sont inscrites, de façon à ce que vous puissiez prendre contact avec lui si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Donc c'était Didier.